Donc, merci, Monsieur le doyen. Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir associé à ce panel d'orateurs pour animer cette session, la troisième session, et remercier le professeur Jamal Belkhadir pour son travail au sein de la Ligue nationale de lutte contre le diabète et pour l'organisation de ce colloque international sur diabète et nutrition. Et je vais donc commencer cette session par les biomarqueurs de la rétinopathie diabétique. Et vous savez que la médecine de futur, c'est une médecine qui va tendre vers une médecine de précision. Du coup, demain, on ne traitera plus un symptôme ou une maladie, mais quand même, on saura identifier les différentes phases de la maladie, essayer donc de prédire cette maladie pour la bien traiter, pour optimiser la thérapie. Du coup, les biomarqueurs s'intègrent dans cette optique-là. Vous allez voir que au cours de la présentation, il y a beaucoup de biomarqueurs qui ont marqué l'ophtalmologie et notamment la rétinopathie diabétique. Pour cela, pour utiliser ces biomarqueurs, bien sûr, il faut les identifier. Donc, une sélection, savoir identifier les personnes à risque pour une intervention préventive. Donc, comment faire le ciblage, les différentes phases d'évolution de la maladie, quelles sont les thérapies. Donc, pour cela, c'est bien sûr les biomarqueurs. Comment valider les biomarqueurs, comment les définir auparavant. Ça, c'est le point clé de cette présentation. Néanmoins, vous savez que l'œil, c'est un organe plus ou moins isolé, mais toujours en communication avec le cerveau. Il a un privilège immunitaire particulier, donc à l'instar de l'immunité générale. En même temps, il ouvre une fenêtre sur le cerveau, donc il y a toujours une communication. Et vous allez voir que les tissus oculaires fournissent des informations précieuses, riches en informations qui sont jadis insoupçonnées pour jouer un rôle particulier, que les biomarqueurs de différentes structures et éléments donc viennent de plus en plus être découvertes et font leur apparition. Le diabète, comme vous le savez bien sûr, c'est dans le monde entier, c'est un fléau. Donc, c'est un problème important de santé publique. Le diabète, lorsqu'il est mal géré, ou bien après une certaine ancienneté d'évolution, elle va se compliquer par la rétinopathie diabétique. Vous savez, le type 1, après 7 ans d'évolution, on en a une rétinopathie diabétique. À partir de 20 ans d'évolution, vous aurez entre 90 à 95% de rétinopathie diabétique. Et malheureusement, parmi cette portion, 40% ont une rétinopathie diabétique proliférante. C'est la phase grave, compliquée de l'évolution de la rétinopathie diabétique. Et la fréquence, malheureusement, elle augmente avec l'ancienneté du diabète. Donc, le suivi régulier se fait auparavant par l'hémoglobine glyquée, l'examen clinique, etc. Donc, est-ce qu'il y a une place pour les biomarqueurs, donc une nouvelle génération? On va voir. Malheureusement, jusqu'à maintenant, en pratique, on se base seulement sur l'hémoglobine glyquée et bien sûr l'examen clinique ophtalmologique, mais il y a lieu pour faire entrer d'autres choses. Ça, c'est le plan qu'on va adopter. S'avère que la rétinopathie diabétique, c'est un point commun entre endocrino, ophtalmo, etc., plusieurs disciplines. Je crois que ça s'avère nécessaire un rappel sur la rétine. C'est bon. Par la suite, on va définir les biomarqueurs, les types de biomarqueurs, pourquoi utiliser ces biomarqueurs, quelles sont les caractéristiques d'un biomarqueur fiable et quels sont les biomarqueurs jusqu'à maintenant utilisés donc par les différentes méta-analyses ou bien des articles publiés de renom. Donc, rappel anatomique, vous voyez l'œil, c'est sa forme globulaire, donc elle est constituée par 3 tuniques, 3 enveloppes. Donc l'enveloppe externe en avant, vous voyez donc l'enveloppe externe en avant la cornée et se tend postérieurement par la sclère, puis la tunique intermédiaire, donc constituée en avant par l'iris,
puis le corps ciliaire et en arrière par la choroïde, cette zone rougeâtre. Le tout il est tapissé par l'enveloppe interne qui est la rétine, cette zone, la partie jaunâtre. La rétine, malheureusement, c'est là où elle est vascularisée par un versant, donc vascularisée par l'artère centrale de la rétine et par la choroïde. La rétinopathie diabétique, malheureusement, elle se manifeste parce qu'elle atteint ces vaisseaux-là. Et ça, c'est la rétine. Un aperçu, donc, voilà, fond d'œil normal. On va voir donc la papille, les vaisseaux, etc. Heureusement, actuellement, il y a donc l'imagerie ultra grand champ. Donc, on est doté, c'est Agadir, par cet instrument merveilleux qui permet d'explorer la rétine sur plus de 200 degrés. D'accord ? On aura des images comme ça et on peut donc explorer la rétine presque de l'aura serrata jusqu'à l'aura serrata. Et malheureusement, on est en train de redéfinir la classification. L'ancienne classification de l'ETDRS ou bien l'Alpha-Diam ou bien la Société française de diabète se voit de plus en plus révolue. Du coup, donc, il y aura une nouvelle classification se basant sur l'imagerie grand champ parce qu'on a donc mis en évidence qu'il y a des lésions qui sont vers la périphérie et non plus centrales au pôle postérieur qui vont redéfinir cette classification. Là, la classification est toujours en cours, n'est pas toujours validée. Côté physiopathologique, pour y avoir une rétinopathie diabétique, donc il y a une particularité de la rétine, c'est qu'il y a une barrière hématorétinienne. Il y a la barrière hématorétinienne externe et interne. La barrière hématorétinienne externe, donc, elle se fait entre les cellules de l'épithélium pigmentaire. Donc, il y a des jonctions adhérentes, des gap junctions entre qui vont permettre donc de stopper le passage des éléments non désirés vers l'intérieur du globe oculaire ou bien vers la rétine, notamment les éléments figurés de grande taille au niveau de la choroïde. Et la barrière hématorétinienne interne se fait entre les cellules endothéliales des vaisseaux rétiniens irriguant la rétine. Je ne vais pas vous encombrer par les données scientifiques propres à la rétine, du coup je passe très vite. La physiopathologie de la rétinopathie diabétique, il a un dénominateur commun, c'est l'hyperglycémie chronique. Cette hyperglycémie chronique, elle est délétère parce qu'elle va être responsable des anomalies pariétales. On aura moins de péricytes, donc moins de rigidité vasculaire de parois, et on aura un paroi qui devient ectasique, on aura des microanévrismes, etc., voire des turbulences du flux, donc et on aura des viscosités, avec des viscosités sanguines, avec des microthrombus, etc. Grosso modo, donc, on aura une diminution de résistance, une perte d'étanchéité et des occlusions rétiniennes. Voilà les deux colonnes, grosso modo, qui résument la physiopathologie de la rétinopathie diabétique. Vous voyez l'hyperglycémie chronique, c'est la base. On aura donc la partie où il y a une hyperperméabilité capillaire responsable d'un œdème rétinien. En particulier, lorsqu'elle va affecter la région maculaire, on aura un œdème maculaire. Cet œdème maculaire, les biomarqueurs actuels, surtout les biomarqueurs du VEGF ou bien de l'inflammation, du coup, de la bonne connaissance de ces biomarqueurs, on en a déduit un traitement, c'est les anti-VEGF qui ont permis vraiment de changer le pronostic de cette pathologie, de cette entité pathologique qui est les œdèmes maculaires, la maculopathie œdémateuse. Il y a les occlusions capillaires, donc il y a panoplie de symptômes physiques, à savoir les microanévrismes, donc les hémorragies punctiformes, rétiniennes, etc., ischémiques, jusqu'à qu'on aura une zone ischémique très importante. Et qui dit zone ischémique dit apparition, donc sécrétion de facteurs angiogéniques par les zones adjacentes, et on aura une angiogénèse accélérée de mauvaise qualité. Du coup, on aura des nouveaux vaisseaux de mauvaise qualité qui vont rapidement se déchirer. On aura des hémorragies intravitriennes. Du coup, on est déjà dans le stade de complication, et c'est pourquoi la rétinopathie diabétique proliférante, qui dit proliférante, dit présence de nouveaux vaisseaux. Donc, on est au sein de la complication elle-même. Le diagnostic positif, très vite, donc bien sûr, la rétinopathie diabétique n'est pas tout le temps symptomatique. Donc on aura donc des lésions dans la périphérie, etc. Donc le patient, il voit 10 dixièmes alors qu'il a une rétinopathie diabétique qui est gravissime.
Du coup, donc l'examen ophtalmologique il est primordial. Donc, il ne faut pas attendre qu'il y a des signes pour faire le diagnostic. Du coup, donc, il faut donc qu'un patient diabétique consulte et chez l'endocrino qui fait le fondé, ou bien chez l'ophtalmologue qui fait le dépistage. Et bien sûr, stadifié, on aura cette classification de la rétinopathie diabétique, ce langage universel commun entre ophtalmo et d'autres spécialités endocrino, donc qui va donc faire donc, que le patient soit bien suivi. L'interrogatoire, on va collecter donc les différentes données anamnéstiques et ces données sont des biomarqueurs traditionnels, cliniques. Donc l'âge, le sexe, le type de grossesse, l'ancienneté, le type de diabète, l'ancienneté, etc. Ce sont des biomarqueurs cliniques comme vous allez le voir, chapitre biomarqueurs. L'examen, il passe bien sûr par le recueil de l'acuité visuelle, qui va renseigner s'il y a une maculopathie œdémateuse associée. Vous savez que s'il y a un œdème maculaire, maculopathie œdémateuse, là, l'acuité visuelle, elle est donc altérée. Par contre, la rétinopathie diabétique, c'est au stade ultime d'évolution qu'on aura une baisse d'acuité visuelle. Donc, ce n'est pas l'équivalence baisse d'acuité visuelle, rétinopathie diabétique, à souligner s'il vous plaît. Donc, heureusement, en ophtalmologie, on ne cesse d'améliorer les moyens de diagnostic. On est maintenant avec les OCT, c'est la tomographie en cohérence optique qui permet de donner des coupes quasi histologiques de la rétine. Donc, on a les OCT ultra grand champ, les rétinographies ultra grand champ. Donc, on arrive à bien mettre en évidence la lésion au niveau rétinien. Du coup, on a donc même des lasers à balayage qui permettent donc de mesurer et de quantifier les cellules intravitriennes ou bien intrarétiniennes qui sont elles-mêmes des biomarqueurs. Grosso modo, je vais passer donc voilà différents signes, les microanévrismes. Là, ce sont les anomalies veineuses, voilà, des modifications capillaires, des dilatations. Donc, ça a des zones ischémiques, comme vous le voyez. Ces zones ischémiques sont pourvoyeuses d'apparition de néovascularisation et de passage direct vers la rétinopathie diabétique proliférante. Les œdèmes maculaires, comme vous le voyez, une zone cercinée. Voilà les œdèmes avec des exsudats, les exsudats des polypidiques et les nodules cotonneux paravasculaires qui témoignent d'une souffrance axoplasmique associée. Les hémorragies rétiniennes, il y en a de tous les genres en matière d'hémorragie, punctiforme, enflammèche, entache, etc. Toutes ces données doivent être recueillies pour une bonne classification, un bon suivi. Et voilà le fameux, lorsqu'on voit des néovaisseaux comme ça, là, on est sur le pas de la complication. C'est une urgence à traiter et à prendre en charge. Si on a des néovaisseaux papillaires, c'est la complication inéluctable. Donc c'est très difficile, il faut donc le traiter. On va évoluer vers une prolifération fibreuse qui est vraiment de l'apanage de la chirurgie avec un pronostic plus ou moins médiocre. La classification elle-même, c'est un biomarqueur clinique. Donc, on va faire transmettre entre les différents actants de la prise en charge du patient diabétique ayant une rétinopathie diabétique et le stade de complication à citer l'hémorragie, le décollement de rétine tractionnelle, les néovaisseaux et le glaucome néovasculaire. Entité apparentée à la rétinopathie diabétique, c'est la maculopathie œdémateuse. La maculopathie diabétique, il y en a la maculopathie tractionnelle, œdémateuse et ischémique. En grosso modo, la maculopathie œdémateuse, elle bénéficie actuellement d'un apport des anti-VEGF. La maculopathie malheureusement ischémique, donc il faut la prévenir. D'accord. La maculopathie tractionnelle, c'est la chirurgie directement. Donc les biomarqueurs sont au sein de la maculopathie œdémateuse. Donc les VEGF, les phénomènes inflammatoires. Donc là, il faut bien les étiqueter pour bien les traiter. Grosso modo, le traitement, il passe par un bon équilibre progressif de la glycémie et non pas rapide, s'il vous plaît. Donc, vous le savez bien sûr. Donc, essayez d'amortir la fluctuation, de contrôler les différents facteurs systémiques associés et les mesures, bien sûr, hygiéno-diétiques. Le traitement, ça reste le traitement de référence, c'est le laser.
des impacts à placer au niveau de la périphérie rétinienne ischémique, la pente, donc sur toute la rétine 360, en épargnant la région centrale. Et en matière d'œdème, c'est les anti-VEGF. Ce sont des injections périodiques à intervalles d'1 mois avec donc différents protocoles. Il y en a actuellement beaucoup de molécules qui ont été mises en évidence avec un apport disparate entre les différentes molécules qui permettent de bien gérer l'œdème maculaire. Et vous savez que les anti-VEGF actuellement sont vraiment supérieurs au laser en matière d'œdème maculaire. Du coup, ça a découlé de la bonne connaissance des biomarqueurs, le traitement chirurgical, j'en passe très vite. Maintenant, on est au sein de la question elle-même, les biomarqueurs. Comment on définit le biomarqueur? C'est quoi? C'est une caractéristique. C'est une définition universelle. C'est une caractéristique objectivement mesurée et évaluée, mesurable. Elle est mesurable en tant qu'indicateur de processus biologique normal, anormal, comme une réponse pharmacologique à une intervention thérapeutique quelconque. Donc, parmi donc, les biomarqueurs, il y en a beaucoup. Donc, je vais citer, par exemple, en matière de rétinopathie diabétique, il faut suivre le patient en côté, donc, jadis par l'hémoglobine glyquée. Toujours, si j'ai un malade, l'hémoglobine glyquée, je vais est-ce qu'il est bien réglé ou là. Quelle est l'hémoglobine espérée? Je peux faire la différence pour juger sur l'indice glycémique, etc. Le taux de créatine, etc. Et le score. Et comme vous allez le voir, donc, là, j'ai étiqueté. Ce tableau-là, il résume les biomarqueurs en matière de rétinopathie diabétique. Que les biomarqueurs cliniques généraux, l'âge, le type de diabète, etc., l'ancienneté, etc., et les antécédents familiaux de diabète, et les antécédents, les recueils des données cliniques oculaires, à savoir l'évolution, c'est la classification de la rétinopathie diabétique, le diamètre des différents vaisseaux, ou bien biochimique, et vous allez voir, voilà, la liste, elle est vraiment non exhaustive, et on a d'autres facteurs, mais pour se limiter, donc vous voyez les principaux biomarqueurs que l'on a mis en évidence jusqu'à maintenant et validés. Et actuellement, à l'ère de l'intelligence artificielle, qui a permis de bien moduler donc l'approche des omiques, donc à savoir les transcriptomiques, les lipidomiques, les métabolomiques, etc. sont vraiment, il y en a des études actuellement qui vont prochainement inverser ou bien renverser donc l'approche thérapeutique et diagnostique de la rétinopathie diabétique en mettant en évidence la part de la génétique dans l'évolutivité de la pathologie et même des facteurs épigénétiques, etc., dans l'épigénomique, etc. Pour nous, le type de biomarqueurs, bien sûr, les biomarqueurs traditionnels, comme vous le savez, donc c'est courant dans la pratique clinique courante et même dans la recherche. Et il y a l'arrivée des nouveaux biomarqueurs qui permettent de prédire, de faire le diagnostic et de le suivre du traitement. Nous allons les étiqueter un par un d'une façon sommaire et très rapide. Les types de biomarqueurs, donc on peut classifier les biomarqueurs selon les biomarqueurs dédiés au diagnostic, à la prédiction et au pronostic. Donc on peut donc les stratifier comme ça pour avoir chaque biomarqueur pour une raison particulière. Pourquoi utiliser les biomarqueurs? Donc les raisons d'utiliser les biomarqueurs sont la détermination des personnes qui répondront à un traitement spécifique ou à des combinaisons de traitements. Donc des biomarqueurs validés pour la rétinopathie diabétique faciliteraient probablement son diagnostic précoce et permettraient un traitement précoce. Les biomarqueurs peuvent également guider le choix de traitement. Il s'agit notamment d'identifier les sous-groupes de patients atteints de diabète et de rétinopathie en fonction de les différentes réponses et un traitement tel qu'un traitement intraoculaire des anti-VEGF. Donc vous voyez donc là pourquoi utiliser. Il a une place prépondérante et importante. Quelle est la caractéristique d'un biomarqueur fiable? Donc actuellement même, donc les biomarqueurs ils sont testés, ils sont sélectionnés, ils doivent être validés par des travaux donc d'envergure
pour juger de leur efficacité. Un biomarqueur ou bien un panel de biomarqueurs fiables devrait permettre de prédire le risque de la rétinopathie diabétique ou la réponse au traitement à un stade très précoce avec des faibles taux de positifs et un faible taux de faux négatifs. Donc faux négatifs, faux positifs minimes pour juger de l'efficacité, de fiabilité de biomarqueurs. Donc ils doivent être valables aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc selon l'ethnie, les types de stades, heureusement, donc il y en a, vous allez le voir, plusieurs publications en matière d'intelligence artificielle qui permettent de faire la ségrégation et plus ou moins donc étoffer cette question-là pour bien sélectionner et se limiter à certains biomarqueurs et éliminer les autres moins probables. Sur le plan clinique, les biomarqueurs traditionnels classiques, ça reste la prise de l'acuité visuelle, bien qu'il ne soit affecté que dans les stades tardifs ou bien lors des œdèmes maculaires. Le champ visuel qui permet d'évaluer les sensibilités ponctuelles des différents points de la rétine dans l'espace, c'est un biomarqueur de la rétinopathie diabétique qui permet le suivi. Et les biomarqueurs oculaires. Donc la classification de la rétinopathie diabétique, c'est un moyen, c'est un langage entre nous qui permet de bien stadifier le stade évolutif du patient et faire le suivi. Et il est assisté par l'angiographie à la fluorescine, par l'ultra grand champ actuellement. Donc on aura donc des photos qui sont prises périodiquement selon les barèmes faits par le TDRS, l'organe qui gère la rétinopathie diabétique. On peut donc objectiver d'autres biomarqueurs, notamment lorsqu'il y a une modification de flux sanguin. Donc les défauts fonctionnels précoces couramment décrits dans le diabète, c'est l'altération du flux sanguin rétinien et la perte de la capacité de l'autorégulation. Du coup, donc, il y en a plusieurs études qui ont mis en évidence que les anomalies de flux sanguin étaient pathologiques et constituaient un biomarqueur précoce de la progression de la rétinopathie diabétique. Les biomarqueurs oculaires aussi concernant la saturation en oxygène et la désaturation qui est prélevée d'une façon non invasive. Donc, on peut donc mesurer l'oxygénation du sang et les études ont montré qu'il y a un lien avec la gravité et l'augmentation de la sévérité de la rétinopathie diabétique. Les calibres vaisseaux rétiniens, c'est un biomarqueur qui est validé actuellement. On en juge facilement à travers une image de rétinophoto, donc ça va témoigner de la validité de l'évolutivité de la pathologie. L'OCT, notamment la tomographie par cohérence optique. Actuellement, il y a les ultra grands champs OCT qui prennent 12 mm, etc. Donc, on peut balayer toute la rétine et voir la lésion où il se situe au sein des différentes couches de la rétine. Et bien sûr, on va donc modifier le traitement en fonction de le stade évolutif. La microscopie confocale cornéenne, vous savez que la densité nerveuse au niveau de la cornée, c'est la partie la plus riche de l'organisme. Du coup, lorsqu'il y a une déperdition, ça témoigne indirectement. Donc, ça témoigne de la gravité. Donc, il y a c'est une neuropathie qui s'installe à bas bruit, à minima. Donc, là, c'est une sonnette d'alarme. Il faut donc travailler. L'hémoglobine glyquée, je vais pas donc vous en ajouter quelque chose. Vous en savez bien sûr. Donc, voilà, il y a plusieurs méta-analyses qui ont montré l'efficacité dans le suivi. L'hypoglycémie. Actuellement, donc, l'hypoglycémie peut bloquer la diminution de l'épaisseur maculaire du œil, etc. Donc, il y a des médicaments qui peuvent donc réguler actuellement l'hypoglycémie pour la stabiliser. La variabilité glycémique à court terme ou bien à long terme, ce sont aussi des biomarqueurs qui permettent donc de bien suivre l'évolutivité de la rétinopathie diabétique. L'indice de glycation de l'hémoglobine, donc hémoglobine observée moins donc prédit, et vous aurez cet indice qui va permettre de prédire donc l'évolutivité. Donc il faut savoir qu'après 7 ans d'évolution selon une étude sérieuse, donc le risque est multiplié par 3 si cet indice n'est pas bien respecté.
Le biomarqueur lié à lipide ou bien l'hypoprotéine ou l'apoprotéine, malheureusement, c'est suspecté, mais ce n'est pas fiable, ce n'est pas un biomarqueur actuellement retenu dans la rétinopathie diabétique. La tension artérielle, bien sûr, vous savez que et l'hypertension artérielle et l'hypotension nocturne, donc il y a des liens de causalité avec l'aggravation de la rétinopathie diabétique. Et plusieurs méta-analyses, je ne vais pas en parler, donc qui mettent en évidence ce lien de causalité. L'inflammation, c'est le cœur même des biomarqueurs. Il y en a une panoplie de médiateurs inflammatoires, en passant par les VEGF, les interleukines, etc., qui sont responsables d'aggravation et d'apparition de la rétinopathie diabétique. Il y a une sécrétion très importante au niveau de l'humeur aqueuse. Donc, c'est un rôle clé dans cette rétinopathie diabétique lorsqu'elles sont élevées. Les biomarqueurs liés aux thromboses, donc surtout les inhibiteurs de l'activateur de plasminogène, donc, il a été prouvé qu'il y a un lien de causalité donc, dans une étude prospective de VAD. Et les biomarqueurs de l'angiogénèse, les VEGF, qui a actuellement la pris l'unanime. D'accord. Donc il y a les fibrinogènes et les VEGF. Actuellement, on traite les VEGF parce qu'on les connaît. On a plusieurs familles actuellement et qui ne cessent d'être donc enrichies au fur et à mesure de l'évolution. Les marqueurs de stress oxydatif, donc les radicaux libres, eux aussi sont vraiment mis en évidence qu'il y a ces peroxydes lipidiques qui sont en relation avec l'aggravation de la rétinopathie diabétique. Et les biomarqueurs liés à la vitamine D aussi. Donc c'est un point carrefour pour plusieurs pathologies, en particulier la rétinopathie diabétique. Donc les études transversales ont montré que le faible niveau de vitamine D, la présence, elle est corrélée avec la sévérité de la rétinopathie diabétique. Les biomarqueurs aussi, donc comme l'homocystéine, donc elle a montré qu'elle est en rapport avec l'aggravation de la rétinopathie diabétique. L'intelligence artificielle, elle est là au sein de la rétinopathie diabétique parce que en traitant l'imagerie, donc vous savez qu'il y a actuellement des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de bien classer la rétinopathie diabétique avec une accuracy qui affleure les 97%, avec un taux d'erreur qui est minime. Du coup, donc il y a actuellement ces réseaux de CNN ou bien même les transformers qui sont entrés en jeu et qui vont encore optimiser la prise en charge de la rétinopathie diabétique. C'est un champ de prédilection de l'IA en matière d'ophtalmologie. Donc, elle a donné donc plus ou moins une satisfaction actuelle et qui va pas cesser de s'accroître dans les années à venir. Et la prise en charge elle a été entamée depuis l'ère antique et ne cesse de s'améliorer. Merci.